Emmanuel Macron, le président des riches? Assurément non. Emmanuel Macron, le président qui torpille le modèle social? Pas du tout. C'est même plutôt le contraire, à en croire l'ouvrage Macron, la valse folle de Jupiter, publié aux éditions de l'Archipel, et dont nous recevons aujourd'hui l'auteur. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe. Dans votre livre, vous prenez évidemment le contre-pied de la critique habituellement faite au chef de l'État. Vous estimez qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin dans son projet, dans son programme que vous qualifiez de feuillant. Alors justement, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Première question, qu'est-ce que c'est qu'être feuillant alors que vous associez également Margaret Thatcher à ce courant ? Oui, je pense qu'Emmanuel Macron avait construit son image politique en étant dans la logique de ce que j'appelle les feuillants, qui étaient les libéraux de la fin du XVIIIe siècle. Le club des feuillants, c'est un club sous la Révolution qui est issu d'une scission au sein du club des Jacobins. Et ce sont des gens qui veulent faire des réformes, mais qui veulent que ces réformes soient à la fois réalistes, applicables, et qui dénoncent chez leurs adversaires, notamment ceux qui sont à leur gauche, un discours qui est un discours très très violent, très virulent, et une réalité, une concrétisation de leur action qui est assez faible. Et donc je pensais que Emmanuel Macron était le champion de cette idée d'une réforme raisonnable axée vers la liberté et la croissance économique à partir de son action et de son projet en tant que ministre et en tant que candidat. Et dans le livre, je dis, on est un peu en deçà de la mer, on est un peu en retrait par rapport à ce qui avait été annoncé. Alors vous estimez qu'il faut aller beaucoup plus loin s'il ne veut pas être piégé par la fin de cycle qui s'approche. Parce que contrairement à François Hollande, qui lui avait plutôt été porté par la fin de cycle, qui était favorable à son quinquennat, lui, Emmanuel Macron, si tant est qu'il veuille se présenter, en tout cas, sera désavantagé avec cette fin de cycle. Alors il faut absolument qu'il change de braquet. Oui, absolument, parce qu'un des éléments clés de son quinquennat, c'est que le cycle économique qui est en train de se dérouler va jouer contre lui. Alors, il n'est pas le seul à qui ça arrive. Tout le monde se souvient qu'aux États-Unis, Clinton avait construit sa campagne électorale de 91-92 sur l'idée que Bush allait être piégé dans le cycle économique. Et donc, c'est la même chose qui va arriver à Macron. Pour s'en sortir, il faut qu'il prépare l'offensive contre les dégâts du cycle. Et il a deux outils à mettre en œuvre. Essayer de remonter la croissance de long terme, essayer d'agir assez vite pour avoir davantage de croissance, non pas liée au cycle, mais liée à la quintessence même de l'économie, au fonctionnement même de l'économie française, ce qu'il a essayé de faire avec les ordonnances et surtout ce qu'il a essayé de faire, et à mon avis à juste titre, en supprimant l'ISF et en modifiant la fiscalité sur le capital. En revanche, dans la composante strictement cyclique, la bonne réponse aurait été de baisser la dépense publique pour pouvoir avoir des finances publiques équilibrées et aborder la phase du cycle avec ses finances publiques équilibrées, donc pouvoir construire à ce moment-là sa réponse dans le cadre de la campagne électorale par des baisses d'impôts et éventuellement par quelques embauches au titre des emplois aidés ou des mesures qui auraient permis de passer la phase défavorable du cycle sans qu'il y ait de dégâts trop manifestes pour la population française. Alors vous dites aurait été justement. Alors est-ce qu'il est trop tard, vu que la fin de cycle approche, pour baisser les dépenses publiques ? Alors je pense qu'il va être assez vite trop tard. C'est-à-dire que le projet de budget qui est soumis au Parlement est un projet de budget qui n'est toujours pas à la hauteur de cette ambition. On a annoncé des réformes, on a annoncé des commissions, on a annoncé des baisses d'emplois et on nous dit, écoutez, on va prendre le train, rassurez-vous, on va accélérer, le processus est dans le pipe. Mais on s'aperçoit que les suppressions d'emplois ne sont pas à la hauteur de la nécessité, ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et indépendamment de ces suppressions d'emplois, il n'y a pas de véritable réflexion sur ce que devrait être l'État. Mais Emmanuel Macron, ministre de l'économie, nous avait dit que le statut de la fonction publique était inadéquat. C'est un terme fort et c'est un terme qui correspondait à une réalité. Et donc je m'attendais à ce que, devenu président de la République, il engage un processus visant à réformer le statut de la fonction publique et à le faire disparaître. Or, il ne l'a pas fait et même dans les annexes de la fonction publique, comme à la SNCF, on a annoncé qu'on mettait fin au statut, mais qu'on ne privatiserait pas la SNCF, qu'on garderait une forme de monopole, qu'on garderait une convention collective négociée avec l'État. Donc il y a des annonces très fortes du ministre et des réalisations décevantes du président. Et ça ne suit pas. Mais alors, cela dit, s'il ne change pas de braquet, vous dites qu'il lui reste quand même 3 atouts dans sa manche. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, il lui reste 3 atouts à mon avis. D'abord, un atout sur lequel il compte manifestement, qui est la faiblesse de ses adversaires et une tactique assez politicienne qui consiste à systématiquement les affaiblir. Mais je lui dis, il faut se méfier parce que Valéry Giscard d'Estaing, qui a un peu son profil, c'est-à-dire un réformateur décevant, Valéry Giscard d'Estaing avait essayé, en ouvrant vers la gauche, en faisant venir des
personnalités dans son gouvernement, comme François Giroud, qui était traditionnellement proche de la gauche, avait essayé de finalement vider de sa substance l'opposition qu'incarnait François Mitterrand. Et il a quand même fini par perdre. Donc c'est une stratégie qui peut être gagnante, dont il faut se méfier. La deuxième solution, c'est de constater que tous les présidents qui ont été réélus ont fait une période de cohabitation. Et donc, de dissoudre l'Assemblée, vu l'état de son parti et vu le peu de personnalités ayant émergé à En Marche, comme je dis, En Marche, on ne sait pas d'où viennent ces gens-là et je pense qu'ils ne savent pas où ils vont. Et donc, la conséquence, c'est qu'il perdrait les prochaines législatives s'il faisait une dissolution, ce qui lui donnerait 2 ans ou 1 an et demi de cohabitation, suivant le moment où il le fait. Mais c'est un calcul, à mon avis, assez vain et assez politicien surtout. Ce serait assez mesquin, quelque part. Et puis, la troisième solution, ce serait de se ressaisir, c'est-à-dire de véritablement prendre en compte ce qu'il a été en tant que ministre de l'économie feuillant et devenir un président de la République véritablement à la hauteur des espérances que nous avons portées. Vous lui avez donné les solutions, nous verrons s'il va les suivre. Merci pour votre éclairage, Jean-Marc Je vous en prie, merci de m'avoir invité.